suis Maxime, un dernier mot pour la chaîne Tétouan, Tétouan Tribu. Hein. Alors on sait que vous avez déjà participé à plusieurs rencontres au Maroc. Alors on voudrait savoir quelles sont vos impressions ici même dans la librairie Agora. J'ai trouvé qu'à Tétouan, le public était particulièrement varié, des jeunes gens, des aînés, des hommes, des femmes, des gens très cultivés, des gens qui découvraient la philosophie, et les échanges ont été très heureux puisqu'en fait tout le monde a pu parler de son point de vue, avec ses attentes, avec ses frustrations, avec ses besoins, et donc ça a été un échange merveilleux. Merci. On est souvent associé à l'idée de culpabilité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de vous dire que la jeune fille de 14 ans, elle a eu tort de se fâcher. Je suis pas en fait, peut-être que je donne tort à l'oncle, parce que comme ça, c'est plus facile. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est la chose suivante. Si chacun des membres de la famille avait conscience de sa responsabilité, il ou elle pourrait orienter l'interaction, c'est-à-dire la chose qui tourne parmi tout le monde, de la manière la mieux choisie. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si vous ne voulez pas ruiner volontairement le repas de famille, peut-être que vous pouvez vous dire « tonton, il a des idées qu'il va falloir changer ». Et plus tard dans la soirée, à un moment où peut-être vous pourrez ménager un moment tous les deux, tout seuls, vous pourrez lui dire, si vous êtes une jeune femme ou une femme ou un homme qui avait envie de changer l'idée de l'oncle, vous pouvez créer une situation où vous aurez un dialogue équilibré. Donc plus on a conscience de sa responsabilité dans la manière dont les interactions se développent, plus il est possible soit d'éviter les conflits avant qu'ils aient lieu, soit de corriger les conflits au moment où ils sont en train en fait de prendre de l'ampleur et où on se dit ça va pas dans la bonne direction, il va falloir qu'on arrête, il va falloir qu'on corrige ce qui est en train de se passer entre nous. Donc pour conclure sur cette première approche, je pense que l'important c'est de comprendre d'une part que la causalité d'une dispute n'est pas linéaire, c'est-à-dire on ne peut pas la retracer jusqu'à une origine dont on dirait l'origine c'est ça, c'est sa faute. Parce que ça ne sert à rien. Au contraire, on va pouvoir peut-être en parler, c'est comme ça qu'on alimente les disputes, en cherchant où est l'origine et en cherchant à attribuer une faute. Moi, ce que j'ai voulu vous montrer dans cette première réponse, c'est qu'en réalité, c'est circulaire. Quand il y a une dispute, tout le monde y participe, et ça ne veut pas dire que tout le monde est coupable, ça veut dire au contraire que tout le monde peut changer vers le mieux, a une capacité, a une liberté, a une force pour faire évoluer l'échange vers le mieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si cette question s'éloigne un petit peu du sujet. Moi aussi, je suis soumis à des interactions peut-être qui m'échappent. Vous vous appuyez dans votre livre sur la philosophie de la complexité et sur la théorie du chaos, et vous placez le concept d'interaction au centre de votre réflexion. Vous dites, je crois, dans le livre, que cette réflexion en fait, ne manquerait pas de créer une interaction avec le lecteur lui-même. Donc j'ai remarqué que le titre rappelle, je ne sais pas si je me trompe, rappelle le problème de l'acrasie, donc faiblesse de la volonté, qu'exprime le célèbre vers d'Ovide. Je vois le meilleur et je l'approuve, et pourtant je fais le pire. Cette idée, on la retrouve chez Spinoza, dans son éthique. La question est dans quelle mesure votre entreprise, votre travail, votre réflexion s'inspire-t-elle de la philosophie justement de l'éthique de Spinoza? Alors, vous avez tout à fait raison. Chez Spinoza, j'ai trouvé une conception que je continue de développer à titre personnel, et qui est l'idée que la volonté n'est pas une capacité d'autodétermination. C'est-à-dire, Spinoza nous dit, on ne choisit pas à chaque instant de se comporter comme on le fait. Tout ce que nous faisons est déterminé par des causes. C'est-à-dire,
les décisions que nous prenons, nous croyons que nous les prenons simplement par l'action de notre volonté, c'est-à-dire, je sais pas, mettons qu'on soit comme à un carrefour et qu'on puisse prendre à droite ou à gauche, ben vous vous dites, tiens, est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche? Et en quelque sorte, librement, vous choisissez. D'accord? Et l'idée de Spinoza, c'est que ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tout est fait à une cause. Tout a une cause. Donc, nos propres décisions n'existeraient pas si elles n'étaient pas elles-mêmes causées par quelque chose. Ce quelque chose, chez Spinoza, ce sont les affects. C'est-à-dire, il y a des émotions qui nous font pencher, et donc qui font que on le sait pas, on n'en a pas conscience, mais au moment où on se dit, tiens, est-ce que je vais aller à droite ou à gauche? D'abord, la question n'est possible que parce que nos affects sont relativement équilibrés, parce que sinon on dirait, de toute façon je vais à droite, ok? Et quand ça balance un petit peu, en fait c'est l'équilibre entre les affects qui va nous faire pencher. Et nous on croit qu'on s'est auto-déterminé, mais en réalité, c'est une illusion. C'est une illusion, exactement. C'est une illusion. Chez Spinoza, c'est clairement une illusion. Alors, la manière dont moi j'essaie de prolonger cette idée, c'est de considérer qu'en définitive, ce n'est pas la volonté qui est responsable ni de nos bons comportements, ni de nos mauvais comportements. C'est-à-dire qu'il est possible de se montrer méchant alors qu'on ne voulait pas être méchant. C'est ça qui se passe souvent dans les disputes. On dit des choses qu'on ne pensait pas, ou on les dit d'une manière beaucoup plus intense que ce qu'on pense. Ça veut dire que c'est le dialogue, enfin c'est l'échange, qui s'est auto-alimenté, qui nous fait dire des choses qui dépassent notre intention. Donc en fait, là où Spinoza dit « la volonté, ça n'existe pas, la liberté n'est qu'une illusion », moi je dis « en fait, nos intentions ont moins d'importance qu'on croit ». Et c'est là qu'on arrive à la théorie du chaos. C'est quoi la théorie du chaos? En fait, la théorie du chaos, ça suggère que lorsqu'il y a une cause, elle ne produit pas toujours le même effet. Voilà. Ça dépend de trop nombreux facteurs. Et les facteurs sont tellement nombreux que c'est plus simple de considérer que c'est aléatoire. Je reviens à mon histoire d'intention, c'est-à-dire vous avez l'intention de faire ou de dire quelque chose, et souvent, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que vous vouliez dire quelque chose, et puis c'est entendu différemment. La personne, elle l'interprète différemment. D'ailleurs, la manière dont vous vous êtes exprimé, peut-être c'était pas la meilleure manière qui correspondait le mieux à votre propre intention. Et donc, en fait, ce que j'ai essayé d'étudier dans le livre, ce sont des niveaux de vulnérabilité, oui, où en fait, il y a des perturbations dans notre manière de vivre. Et donc, la première, c'est ce que j'appelle la maladresse, et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire, vous voulez dire ou faire quelque chose, vous voulez faire un geste gentil, et puis vous mettez la main sur le genou de Mustapha, et lui il se dit ça, je l'interprète pas tellement comme gentil, je l'interprète plutôt comme out of place, comme quelque chose qui est pas adapté. Ça c'est la maladresse, ça veut dire que ce que je fais n'est réellement pas adapté à mon intention. Ensuite, il y a d'autres choses, c'est que les effets de ce que l'on fait sont parfois différents de ce qu'on imaginait. C'est un deuxième niveau de vulnérabilité, c'est ce que j'appelle l'ignorance. C'est-à-dire... un horizon d'ignorance. Un horizon d'ignorance. C'est ce que je disais tout à l'heure, on veut prendre à droite ou à gauche. Si vous allez dans la Médina et que vous ne la connaissez pas par cœur, vous vous dites, tiens, je vais prendre par cette rue. Et en fait, vous ne savez pas que c'est une impasse. Et vous allez marcher 100 mètres et puis ensuite vous allez revenir sur votre pas. Ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Ça, c'est l'ignorance. Et cet horizon d'ignorance, il fait qu'on fait beaucoup de bêtises. Et puis, je pourrais développer comme ça. En fait, toute cette vulnérabilité fait que nos intentions jouent un rôle dans notre vie, mais pas un rôle prépondérant. Et il va falloir tenir compte de, comme je disais tout à l'heure, du vent, de tous les autres facteurs qui contribuent à déformer nos actions et à les rendre ce qu'elles sont en définitive. Vous avez un peu anticipé, avec les questions interfèrent entre elles comme des interactions. C'est difficile de séparer.
Vous associez la dispute dans votre livre à un mode d'échange qui s'accélère et qui entraîne la dégradation des relations. Ouais. Donc corrigez-moi si je dis des bêtises. En même temps, vous suggérez que l'attention, qui est un concept important dans votre livre, peut nous permettre de faire face à ce désordre-là. Ma question est, ne craignez-vous pas que cette proposition, ce que vous proposez là, l'attention, soit inefficace dans des situations réelles où ça s'accélère d'une manière qui pourrait nous empêcher de vraiment d'appliquer cette attention. Alors, vous avez raison, et ça demande beaucoup d'entraînement. Je vais expliciter ce que vous venez de suggérer à nouveau, en revenant plus en détail sur ce que j'essaie de développer dans le livre. La dispute, c'est un bon exemple de ce que je vous racontais à l'instant, c'est-à-dire d'un phénomène qui vous fait parler, qui vous fait réagir d'une manière qui ne correspond plus à la personne que vous voulez être. Vous voulez être une personne différente, une personne qui apporte la paix, une personne qui apporte la bienveillance, et puis d'un coup, petit à petit, vous vous mettez à dire des choses, à vous énerver. D'où est-ce que ça vient ? Comme Mustapha vient de le rappeler, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce sont les échanges qui accélèrent. Comme vous savez, quand on se dispute, on parle de plus en plus vite. On s'entend plus. Alors, exactement, on s'entend plus au sens littéral de chacun n'écoute plus ce que l'autre a à dire, on se coupe facilement la parole, parce qu'on est trop pressé de vouloir dire ce qu'on a à dire, et comme chacun fait la même chose, en fait, chacun ne pense qu'à être compris ou comprise, ça veut dire n'écoute plus l'autre. Donc il n'y a plus personne pour écouter. C'est pour ça qu'en fait, on monte, y compris on parle plus fort, y compris parfois on arrive à crier, parce qu'en fait, on a peur de ne pas être entendu. On fait l'expérience de ne pas être écouté, et on se dit, mais c'est pas possible, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas, donc je vais parler plus fort. Et finalement, on crie, pas seulement parce qu'on est en colère, mais parce qu'au fond, il y a une grande angoisse qui est en train de naître. C'est presque une angoisse de nourrisson, presque une angoisse de bébé, qui est « mais on ne m'entend pas là, on ne m'écoute pas, j'ai un besoin et je ne suis pas entendu. Donc je vais me mettre à crier plus fort. » C'est vraiment une réaction presque animale de dire « mais si tu ne m'entends pas, est-ce que si je parle plus fort, tu m'entends mieux ?» Et comme l'autre personne se soucie de la même chose, c'est-à-dire est dans la même angoisse de se dire « mais c'est pas possible », il ne pense qu'à m'imposer ce qu'il a à dire, alors que moi j'essaye de dire quelque chose d'autre, et bien les deux personnes vont progressivement monter en intensité sans savoir comment sortir. La proposition que je fais, l'une des propositions du livre, c'est de considérer que pendant que cet échange a lieu de manière verbale, il se passe beaucoup d'autres choses dans la pièce. Énormément. D'abord, vous n'êtes peut-être pas dans une pièce, peut-être vous êtes à Essaouira en plein vent, peut-être vous êtes à Tétouan et qu'il y a du vent aussi. Donc, pendant ce temps-là, votre corps, votre individu est impliqué dans un grand nombre d'interactions. Votre corps régule sa température. Vous respirez. Votre cœur continue de battre. Même si en général, il bat plus fort. Même si en général, la respiration s'est accélérée. Même si on peut même rougir et on perdre le contrôle de sa température corporelle. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a des interactions qui n'ont rien à voir avec le débat. Comme par exemple votre respiration. C'est pas sur votre respiration qu'on est en train de se disputer. Donc votre respiration, normalement, elle ne devrait pas être impactée par la dispute. Comme elle est impactée par la dispute, ça veut dire qu'il y a une réciproque qui est vraie. Ça veut dire que si vous arrivez à concentrer votre attention sur ce qui est en train d'arriver à votre respiration, vous allez changer ce que j'appelle l'interaction motrice. C'est-à-dire, quelle est l'interaction qui est en train d'orienter le devenir. Si c'est la dispute, comme je viens de le dire, c'est elle qui va entraîner tout le monde. C'est-à-dire la respiration, le battement de cœur, la température, tout le monde va suivre une montée en intensité. Mais si vous redonnez le volant, pour ainsi dire, à la respiration, vous n'aurez pas besoin de chercher à la ralentir. Elle va naturellement chercher à reprendre son rythme normal. Pendant qu'elle reprend son rythme normal, votre émotion, elle va suivre naturellement aussi. Elle va aussi perdre en intensité. Il y a un truc que je fais qui est radical parce que vous êtes toujours en posture de le faire,
c'est se concentrer sur justement votre position dans l'espace. Et quand il se passe quelque chose qui vous plaît pas, si vous êtes assis ou assise par exemple, de vous dire « Ah ben au moins je suis bien assis ». Voilà. Peut-être que ce que dit Maxime Rovère, ça me convainc pas. Peut-être que je trouve que c'est pas de la bonne philosophie, mais au moins quand même, je suis bien assis. Et en fait, rien que cette idée-là, ça va transformer les autres interactions, en fait, du fait de ce que j'appelle la transversalité. Voilà. Alors, ce que Mustapha me disait à l'instant, c'est est-ce que ça va vraiment marcher lorsque on se dispute sérieusement, c'est-à-dire pour des choses vraiment intenses? La réponse est au début, non, mais c'est comme le sport, il faut s'entraîner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un livre d'éthique, c'est un livre qu'on lit comme ça une fois, et puis après, ça y est, on est transformé pour la vie, et on devient sage en un seul coup. C'est pas comme ça. C'est plutôt, on lit des choses, et moi je les écris, donc je travaille encore plus longuement, et pourtant, sur moi non plus, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas du premier coup. En revanche, en fait, c'est votre rapport à l'expérience qui change. Voilà, c'est ça ma réponse à votre question. C'est que c'est le rapport à l'expérience qui change. Lors de votre prochaine dispute, au lieu de vous dire « Ah non, c'est pas possible. Ah non, je peux pas écouter ça. Je peux pas supporter ça. Je suis en colère et je suis complètement prisonnière ou prisonnier de ma colère. » Vous vous dites « Tiens, ça c'est une dispute. Ça me rappelle la conférence de philosophie que j'ai écoutée, ça me rappelle les livres de Maxime Rovère. Je pense que là, il y a un exercice. Là, la vie est en train de m'amener un exercice d'éthique. Et dans cet exercice, rien que ça, même si vous n'y arrivez pas, en fait, même si, en fait, vous allez vous énerver, et puis votre respiration va quand même s'emballer. Puis d'ailleurs, la respiration, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous allez abîmer votre relation et tout ça. Même si vous n'y arrivez pas, déjà ça va changer. Et progressivement, en répétant cet exercice, c'est comme les pompes. Si vous faites des pompes tous les jours, si vous faites des abdominaux tous les jours, à un moment, ça va se voir sur votre corps. C'est comme ça. Vous n'avez pas, voilà, par la répétition de l'exercice, l'effet est produit. Donc je crois beaucoup à l'éthique comme exercice. Je crois que vous proposez aussi un dialogue avec soi-même. C'est-à-dire un dialogue à la manière des stoïciens. Et ce dialogue nous permettra aussi de sortir, de faire quelque chose des disputes, de faire quelque chose de positif. Alors il y a une question à laquelle vous avez répondu en partie, mais puisqu'il y a deux de mes élèves, très jeunes filles là-bas, je voudrais bien que vous étendiez un petit peu sur la question. Alors vous soutenez que la compréhension du sens de la liberté est nécessaire pour étudier les accidents de la vie, les transformations qui provoquent les disputes. Vous utilisez une belle métaphore que j'ai beaucoup aimée, la métaphore du chapeau flottant. Bel exemple, qui est soumis à des mouvements aléatoires. Et ce chapeau, bien sûr, symbolise le sujet, l'entité, la personne, l'individu. Alors cette image, bien sûr, s'oppose à l'idée que nous avons de la liberté dont vous avez parlé tout à l'heure, qui nous autorise à nous comporter de manière souveraine, comme si nous étions maîtres de nos actes, de nos mouvements. Vous récusez donc l'idée d'une causalité linéaire dont vous avez parlé tout à l'heure, et vous proposez une lecture où l'aléatoire compte pour beaucoup. Donc je voudrais juste que vous développiez un petit peu plus cette idée. Alors attention, parce que là, accrochez-vous là. Attention, là, on va rentrer dans de la philosophie pure et dure. C'est un petit peu difficile. Je sais pas si je vais être à la hauteur, mais je vais essayer de résumer de la manière la plus claire possible ce qui est sans doute le chapitre quand même le plus difficile du livre. C'est le chapitre le plus difficile du livre. Peut-être je vais partir d'un quatrain d'Omar Khayyam qui dit « Bien sûr, nous avons été enfants et nous avons été à l'école, mais que nous est-il arrivé? Nous sommes apparus comme le nuage, nous avons disparu comme le vent. » C'est sublime.
Je voudrais partir de l'idée, donc on va questionner la liberté à partir de cette idée, nous sommes apparus comme le nuage. Comme vous savez, les nuages sont des formes très singulières. Il n'y a pas un seul nuage qui ressemble à un autre nuage. D'accord ? De la même manière, les individus humains sont très singuliers. Chaque individu humain est vraiment très reconnaissable, très différent d'un autre individu humain. Même les jumeaux, comme vous savez, quand on suit leur parcours, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont des vies très différentes. Dans la conception que nous avons de la liberté, nous pensons que notre liberté, elle est celle par laquelle, je dirais, nous faisons notre parcours dans la vie. Nous le faisons parce que nous avons une volonté qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on arrive à un carrefour et qu'on peut prendre à droite ou à gauche, de dire « je vais prendre à droite parce que je préfère » ou « je vais prendre à gauche parce que je préfère ». On peut même prendre à droite et puis finalement changer d'avis, revenir et repartir à gauche. La volonté, en apparence, nous permet de faire beaucoup de choses. Ce modèle-là, c'est celui que j'appelle le modèle de la promeneuse dans la forêt. C'est-à-dire, c'est comme si notre volonté nous permettait de marcher dans une forêt et que, en fait, on se trouve, à chaque fois qu'on trouve des carrefours, on s'oriente comme ça, librement. La raison pour laquelle j'ai parlé du nuage, c'est parce que si nous étions des nuages, vous me diriez non, en fait le nuage il ne se déplace pas tout seul. Il se déplace d'une manière, je pense que vous êtes au courant, d'une manière qui est chaotique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Comme vous savez, la météo aujourd'hui a beaucoup progressé, on arrive à prévoir le temps qu'il fait d'une manière assez fiable sur 24 heures, un petit peu moins fiable sur 48 heures, et les météorologues considèrent qu'au-delà de 2 semaines, c'est impossible. C'est absolument impossible de déterminer où se trouvera un nuage dans plus de 48 heures. Donc, et pourtant, c'est pas parce que c'est lui qui décide. C'est parce que les mouvements qui décident de la météo sont imprévisibles. C'est imprévisible. C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos, c'est-à-dire si vous voulez les étudier, il va falloir tenir compte de probabilité et pas de causalité linéaire. Et bien ce que j'ai proposé de faire dans le livre, c'est de considérer la liberté humaine, pas du tout comme quelqu'un qui marche et qui choisit au carrefour, mais plutôt à l'image du nuage que je vous donne aujourd'hui, qui est singulier comme vous, qui se déplace dans la vie comme vous, et vous, vous êtes comme lui, imprévisible. On peut à peu près savoir, peut-être vous-même vous savez, ce que vous allez faire ce soir, comme le nuage. Peut-être que vous savez ce que vous allez faire demain, et puis dans 2 semaines. Ah, là vous commencez à être plus prévisible que des nuages. Mais personne au monde ne peut savoir où vous serez dans 2 ans. C'est impossible. J'ai même démontré dans Méthode pour exister qu'en fait, Dieu lui-même ne le sait pas. Parce que pour Dieu, le sens même de l'avenir n'a aucun sens. C'est-à-dire que dans 2 ans, ça existe déjà pour lui. Donc ça n'aurait pas de sens qu'il anticipe sur l'avenir. Mais laissons Dieu de côté. Je voudrais juste vous faire comprendre cet aspect-là. Ce que j'ai appelé le chapeau dans les vagues, en fait, c'est rien d'autre que ce qu'aujourd'hui je vous propose comme le nuage. C'est-à-dire votre propre singularité, ce que vous êtes en tant qu'individu, ça ne dépend pas vraiment de vos choix, ça dépend de mouvements chaotiques qui sont comme le ciel, qui sont comme les vagues, c'est-à-dire qu'ils sont imprévisibles. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont imprévisibles qu'ils sont irrationnels. C'est ça qui est... Et donc plus on réfléchit, c'est-à-dire plus on fait de la philosophie, plus on se comprend, plus on comprend les interactions, et plus, en fait, un petit peu comme le nuage, on peut favoriser les directions qui nous intéressent, qui nous conviennent. On peut favoriser ses préférences. Voilà, c'était la réponse la plus claire que j'ai jamais essayé de donner à une question qui est très difficile, c'est-à-dire comment concevoir la liberté sans l'indexer sur la volonté. Et ce que j'ai essayé de vous montrer,
c'est qu'on peut percevoir la liberté non pas seulement comme une illusion, mais comme quelque chose qui vient du caractère imprévisible de notre comportement et de notre parcours de vie. Voilà. C'est parce que nous sommes imprévisibles que nous devons sans cesse, en fait, réapprendre à nous connaître. Alors vous proposez bien sûr, votre philosophie c'est une éthique interactionnelle, Ouais. qui devrait en fait transformer vers quelque chose de positif, ça c'est sûr. Alors vous affirmez que les disputes est un terrain privilégié, vous n'êtes pas toujours quelque chose de négatif, pour étudier les comportements humains dans leur diversité et leur complexité. Et alors la question est comment les aléas de l'existence, ces disputes, ces accidents, ces affrontements peuvent nous aider vraiment à nous transformer. Vous faites le diagnostic, mais comment cela pourrait vraiment nous aider à nous transformer vers quelque chose de positif? Alors, ça aussi c'est une bonne question parce que la crise, toute crise, est déjà une transformation. Ça veut dire que s'il y a une crise, c'est une idée aussi, je voudrais vraiment que vous repartiez d'ici en l'ayant bien en tête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très déculpabilisant quand on réfléchit correctement aux disputes. Parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est trop bête, que ça n'aurait pas dû arriver. C'est pas bête du tout. Ça arrive justement de la même manière que n'importe quel événement chaotique. C'est-à-dire ça arrive de manière aléatoire, ça arrive à un moment où vous ne l'attendiez pas, ça arrive à ce que vous pensez être le pire moment, et en fait ça arrive exactement au moment où il faut. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes tous des systèmes très complexes, ces systèmes favorisent les crises. Parce que, je vais aller un petit peu plus lentement, nous sommes des systèmes très complexes, mais aucun d'entre nous n'est parfait. D'accord ? Mais si on dit que personne n'est parfait, ça veut dire que chacun a des failles. Et comme nous sommes vivants, notre système essaye de corriger ces failles. Et comment est-ce qu'il corrige ces failles ? En favorisant des crises. Donc au moment où la crise apparaît, vous vous dites « Ah non, j'ai pas envie de cette crise ». Ben, bien sûr, vous n'en avez pas envie. Mais votre système en a besoin. Il en a besoin parce que c'est l'opportunité pour vous de transformer quelque chose qui est ce que j'appelle une brèche, c'est-à-dire l'une des anomalies qui sont à l'intérieur de votre système. Et ça, il va falloir rentrer dedans. Alors, on n'a jamais envie. Donc ça, c'est pour ça que c'est vécu comme une épreuve. C'est-à-dire une épreuve, c'est une expérience dont on ne veut pas. Donc ça surgit comme ça, et donc c'est une épreuve dont qu'on voudrait éviter. Mais puisqu'elle arrive, il vaut mieux, je dirais, prendre les choses à bras-le-corps et considérer justement que la transformation a déjà eu lieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, quand vous découvrez quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est... Ou un accident, ou quelqu'un qui renverse, c'est votre canapé préféré, il vient de votre grand-mère et tout ça, et puis vous dites à votre fils ou à votre fille, non, ne t'assieds pas là avec le café parce que je ne veux pas que tu le renverses, voilà, et il renverse le café. Et là, vous vous dites, je voudrais bien que ça ne se soit pas arrivé. Je voudrais bien que ça ne soit pas arrivé. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui le favorisait. Quoi ? C'est très facile dans mon exemple. C'est que vous avez un attachement matériel à un canapé dans lequel vous avez investi votre attachement immatériel à votre grand-mère. C'est pas une bonne idée, hein, parce qu'un canapé et une grand-mère, ça n'a aucun rapport. Donc, honorez votre grand-mère, honorez la mémoire de cette personne, respectez cet amour. Ça n'a aucune commune mesure avec le fait de respecter un canapé. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une incohérence. Il y a quelque chose d'incohérent. Votre amour pour votre grand-mère s'est associé à un attachement pour un meuble. Ça veut dire que statistiquement, ça favorise la crise qui un jour ou l'autre va arriver, c'est-à-dire le fait que ce canapé, il va être taché, il va être abîmé, il va falloir le jeter, votre compagnon ou votre compagne va vous demander de le changer, donc le système va entrer en crise. Tout ça pour vous répondre que, au moment où la crise apparaît, c'est que c'est l'heure de la transformation. Voilà, la transformation, elle a lieu. En revanche, la crise ne détermine pas à l'avance la nature de la transformation.
Et ça peut virer vraiment mauvais. C'est-à-dire que ça peut virer en conflit entre personnes, et ce qui peut être transformé, c'est peut-être l'amour que vous avez pour votre fils, parce qu'il a encore renversé son café sur ce fameux canapé, et donc il vous écoute jamais, et donc vous vous mettez à crier « tu m'écoutes jamais, je t'avais dit de le faire ». Lui, il vous répond « maman, je suis déjà suffisamment grand », et donc vous entrez dans un conflit qui va abîmer une relation vivante au nom d'une autre relation vivante, à vrai dire, que la grand-mère soit encore là ou pas, mais qui s'est incrustée dans un canapé. Donc vous comprenez que la question, ça va être quelles sont les conditions qui permettent d'orienter la transformation vers ce dont la transformation va aller vers le mieux. C'est-à-dire, soit ça va abîmer la relation, par exemple, avec mon fils, soit ça va m'aider à me détacher de ce fameux canapé. Voilà. Donc toute la question éthique, c'est pas tellement comment se transformer vers le mieux, c'est d'accepter le moment de la transformation comme une nécessité, et ensuite de déterminer les conditions qui permettent de l'orienter vers ceci ou vers cela. Oui, merci. Alors il reste 3 ou 4 questions, mais je vais me contenter d'une dernière question pour donner la parole au public. Une dernière question. Alors vous contestez l'idée que nous soyons, vous l'avez dit, entièrement maîtres de nos intentions. Alors autrement dit, nous agissons presque toujours de manière non intentionnelle. À peu près. Je voudrais que vous nous précisiez comment, et surtout si cela nous exonère de toute responsabilité, si nous ne sommes pas responsables, puisque ce n'est pas toujours par notre volonté que nous agissons. Alors, le paradoxe est exactement là. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que la plupart de nos actes sont moyennement voulus. Je ne dis pas qu'on fait rien sans le vouloir, je dis que la plupart du temps, on n'a pas vraiment voulu faire ce qu'on a fait. Donc, vous avez raison de dire, il y a un moment où la notion même de responsabilité se trouve détachée de la volonté. C'est-à-dire, je vous ai fâché, mais je ne l'ai pas voulu. Donc, si vous commencez à me dire, mais Maxime, c'est quand même toi qui parlais pendant cette conférence, donc si tu as dit des choses qui les ont froissés, c'est quand même ta faute. Tu vas pas leur dire c'est votre faute à vous, alors que vous n'avez rien dit. Eh bien en fait, justement, on peut organiser la responsabilité d'une autre façon. Pour aller vite, parce que je voudrais quand même vous donner la parole, ce que je montre dans le livre, c'est qu'au lieu d'indexer la responsabilité sur la volonté, c'est-à-dire de dire « moi j'assume mes actes, mais seulement les actes que j'ai voulu », on se prépare à assumer tous les effets de ce qu'on fait, y compris ce qu'on ne veut pas. Ça veut dire que si je dis quelque chose et que ça vous blesse, je ne voulais pas vous blesser, mais votre souffrance, je l'accepte comme faisant partie de ma responsabilité, même si elle n'a rien à voir avec ma volonté. C'est ça en fait, c'est un nouveau principe de responsabilité qui, comme je viens de le dire, ne dépend plus de la volonté, c'est-à-dire je ne considère pas que j'assume seulement les actes que j'ai choisis moi, j'accepte d'assumer tous les effets de tout ce que je fais. Donc ça signifie que j'accepte d'être ignorant, j'accepte d'avancer dans l'inconnu, j'accepte d'être maladroit, et toutes les fois où je serai maladroit, ignorant, aveugle aux sentiments des autres, et que les autres me diront attention, là il y a de la souffrance qui est née de notre interaction, alors la responsabilité, ça consistera à dire ah bah ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en prends ma part. De la même manière, pensez-y, vous ne vous sentez pas responsable de ce que je dis, parce que c'est moi qui parle, c'est moi qui ai le micro. Mais j'espère quand même que si je disais des choses horribles, si je disais des choses inacceptables, qu'est-ce que vous feriez ? Vous finiriez quand même par réagir, vous vous lèveriez, vous sortiriez de la salle, peut-être vous prendriez la parole, peut-être vous me jetteriez vos chaussures, vous feriez quelque chose. Donc ça veut dire que dans le fait que je parle en ce moment, chacune d'entre vous est actif. Par votre silence,
vous êtes actif. Par votre écoute, vous êtes actif. Donc vous voyez, bien que les mots sortent de ma bouche, en fait, nous sommes dans une interaction qui est circulaire. Moi-même, d'ailleurs, j'accélère quand je vois des visages, parce que vous vous en rendez pas compte, mais je vous vois tous. Donc je vois la manière dont vous suivez ce que je dis, moi-même je l'aperçois. Donc je réagis en fait en fonction de vos regards, de vos mines. Des fois, de temps en temps, je vois des regards qui font comme ça. Donc je me dis, bon, je vais essayer d'expliquer mieux. Et des fois, je vois des sourires qui disent, c'est bon, je te suis. Donc je me dis, ok, on continue. Donc vous voyez, vous êtes totalement... C'est ça l'interaction. C'est-à-dire prendre conscience qu'en réalité, on a une part dans tous les événements de notre vie. C'est-à-dire que la conférence d'aujourd'hui, c'est pas moi tout seul qui l'ai donnée, c'est même pas... Enfin, si, c'est pas moi tout seul qui l'ai donnée, c'est une interaction entre Mustapha et moi, mais cette interaction, elle a elle-même interagi avec chacun et chacune d'entre vous. Donc c'est devenu quelque chose... Si on devait décrire, faire des modèles mathématiques, ce serait très complexe, parce qu'il y aurait énormément de boucles et il y aurait énormément de courbes qui seraient difficiles à mettre en équation, parce que il faudrait tenir compte de la manière dont mes yeux se sont posés sur tel ou tel d'entre vous à tel et tel moment qui m'ont fait dévier de ma trajectoire. Dans la vie réelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez sortir de cette salle, vous allez à nouveau vous trouver baigné dans des milliers d'interactions en simultané. Et lorsque vous allez faire des choses, lorsque vous allez même être exposé à des souffrances, en fait, ce que j'essaie de vous montrer dans le livre, c'est que au lieu de les attribuer à quelqu'un, à une personne unique, comme à une cause, il vaut la peine de réfléchir à un système qui s'est mis en place où vous avez beaucoup plus de leviers que vous pensez pour changer les choses. Y compris, entre parenthèses, en coupant les interactions avec les personnes qui vous font du mal. Ne croyez pas que le livre sur la dispute, c'est toujours fait pour apaiser les disputes. Il y a des disputes qui doivent être les dernières. Et notamment, la violence physique, c'est celle qui termine de manière définitive une interaction de couple, par exemple, ou de famille. C'est-à-dire que ça, c'est plus une dispute. Donc, c'est dans cette... c'est plus une dispute parce que c'est de la violence, on est d'accord. Donc, c'est dans cet axe-là que je voudrais conclure, c'est-à-dire dans l'idée que malgré la complexité des choses, nous sommes d'autant plus responsables que nous nous sentons libres. Et on se sent libre, pas parce qu'on peut s'autodéterminer, c'est-à-dire on peut choisir qui on est, mais parce qu'on est libre de naviguer, comme je vous disais tout à l'heure avec la respiration, de naviguer par son attention, et en naviguant par l'attention, on favorise, disons, l'évolution des choses vers le mieux. Voilà, c'est ça en fait le but, évoluer vers le mieux. Alors, je vous remercie, cher Maxime, d'avoir répondu à mes questions. Votre livre est très ambitieux. Ce n'est pas un livre qu'on lit pendant une nuit et qu'on fait au petit matin. C'est un livre qui peut vous accompagner pendant toute notre existence. On peut lire à des moments différents de notre existence. On peut même en faire sans livre de chevet. Alors, merci énormément. Et avant de donner la parole au public, je voudrais juste une remarque. Je voudrais que les interventions soient brèves et les questions directes. Merci. Merci. Merci pour vos visages. Merci pour vos silences. Vous mettez le doigt sur un des paradoxes qui traversent la vie quotidienne et la vie politique. Et le sous-titre, il est déjà provocateur parce que philosophie qui ont lieu au sein de la société. Alors, comment peut-on dire Spinoza, qu'on étudie très peu au lycée, peut-être on